22 mars 1945. Peu avant minuit, le Rhin se déplace dans l'obscurité comme un être vivant, froid et gonflé par les crues du printemps. Sa surface ne reflète aucune lune, seulement la lueur tremblante d'incendies lointains qui consument des villes allemandes brisées. Sur la rive orientale, les silhouettes d'usines en ruine se dressent comme des dents cassées contre le ciel. L'air est chargé d'odeurs de terre humide, de cordite et de carburant diesel. Quelque part en amont, l'artillerie gronde, sourde, fatiguée. Presque résigné point pendant des générations, ce fleuve a été plus que de l'eau. Il était une promesse faite à l'Allemagne, un dernier rempart. Aucune armée étrangère n'était censée le franchir en force. Ni Napoléon, ni en 1918, et certainement pas maintenant, point pourtant. Sur la rive occidentale, les ingénieurs américains travaillent sans cérémonie. Pas de projecteurs massifs, pas de grands discours. Seulement des mains qui s'activent silencieusement dans la nuit, déchargeant des pontons, serrant des boulons, faisant passer des caisses de rations, de petites boîtes brunes marquées de dates et de numéros, symboles d'une puissance industrielle qui semble inépuisable poindre de l'autre côté du fleuve, les sentinelles allemandes s'attendent à un délai. Elles s'attendent à des préparatifs. Elles s'attendent à Montgomery, elles ne s'attendent pas à Patton, noté dans cet instant silencieux, avant que la première embarcation ne touche la rive opposée, l'équilibre de la réputation, de l'orgueil et du pouvoir au sein du commandement allié en Europe de l'Ouest commence déjà à basculer point au printemps 1945. La guerre en Europe occidentale est entrée dans sa phase finale, lente et implacable. La bataille des Ardennes est terminée. La dernière grande contre-offensive allemande a échoué dans les forêts glacées, laissant derrière elle des divisions brisées, des dépôts de carburant vides et des dizaines de milliers de pertes que le Reich ne peut plus remplacer. Les alliés occidentaux se tiennent désormais aux portes même de l'Allemagne, face à une nation militairement épuisée, mais encore capable de résistance soudaine et violente. Point a eu cœur de ce paysage coule le Rhin. Long de près de 1300 kilomètres, il tranchait l'Allemagne comme une lame d'acier, ancrant la région industrielle de la Ruhr au nord et servant de frontière psychologique entre l'invasion et l'occupation. Pour les planificateurs allemands, le Rhin a longtemps été imaginé comme une ligne défensive ultime, une forteresse naturelle capable de ralentir, voire d'arrêter l'ennemi suffisamment longtemps pour que la diplomatie, des armes désespérées ou l'effondrement interne modifient l'issue de la guerre. Adolf Hitler en parlait en termes quasi mythiques. Les affiches de propagande le représentaient comme une barrière sacrée, gardée par l'histoire elle-même. Pour les Alliés, le Rhin signifie tout autre chose, le dernier grand obstacle avant les plaines ouvertes de l'Allemagne centrale. Une fois franchi, il n'existe plus de barrière naturelle comparable. Plus de fleuves assez larges, plus de terrains assez escarpés, plus de villes suffisamment intactes pour arrêter une armée mécanisée moderne, alimentée par la puissance industrielle combinée des États-Unis et de l'Empire britannique. Le commandement suprême des forces alliées en Europe occidentale appartient au général Dwight D. Eisenhower. Sa mission est autant politique que militaire. Il doit coordonner les forces américaines, britanniques, canadiennes et françaises libres sous une vision stratégique unique, tout en gérant des personnalités fortes et des priorités nationales concurrentes. Sous ses ordres, le général Omar Bradley commande le 12 groupe d'armées américain, qui inclut la 3e armée de George S. Patton. Sur le flanc nord, le maréchal Bernard Montgomery dirige le 21 groupe d'armées, dominé par les forces britanniques, encore auréolé du prestige de l'Allemagne, mais marqué par les échecs de Normandie et des Pays-Bas. Montgomery croit à la préparation. Sa doctrine privilégie la force écrasante, la logistique rigoureuse et les batailles soigneusement planifiées. Une philosophie forgée par les désastres de 1940 et affinée en Afrique du Nord, où la prudence a sauvé des vies et assuré des victoires. Dans la culture militaire britannique, la patience est une vertu, la méthode une force et la surprise quelque chose que l'on construit par la planification, non par l'impulsion. Patton croit au mouvement, à la vitesse, à la pression constante, à l'avant sans relâche. Sa 3e armée a traversé la France à toute allure durant l'été 1944, dépassant ses lignes de ravitaillement et forçant les unités allemandes à battre en retraite par le choc seul. Là où Montgomery cherche la certitude, Patton cherche l'opportunité. Il croit que la guerre récompense l'audace, que l'hésitation permet à l'ennemi de se ressaisir et que l'élan lui-même peut devenir une arme. Après les Ardennes, Eisenhower modifia sa stratégie. Au lieu d'une percée unique et profonde, il ordonna une avance sur un large front à travers l'Allemagne. L'objectif était d'empêcher les forces allemandes de se concentrer, de maintenir une pression constante sur toute la ligne. Cette décision réduisait la possibilité d'un coup décisif spectaculaire, mais garantissait une progression régulière. Elle répartissait aussi la responsabilité du franchissement du Rhin entre plusieurs armées, plutôt que de la confier à un seul assaut grandiose. Malgré cela, Montgomery conserva la place d'honneur. Son opération blindée, appuyée par l'opération aéroportée Varsity, fut conçue comme le principal franchissement allié du Rhin dans le nord.
Elle devait être massive, méthodique, incontestable, une démonstration de puissance alliée destinée à écraser la résistance allemande dans la Ruhr et à conclure la guerre avec autorité. Les approvisionnements furent accumulés, les ponts conçus, les calendriers fixés des semaines à l'avance. Les services de renseignement allemands le remarquèrent. La reconnaissance de la Luftwaffe, limitée mais encore opérationnelle, observa les concentrations alliées au nord de la Ruhr. Les interrogatoires de prisonniers confirmèrent l'attente d'un assaut majeur. Pour les commandants allemands, il semblait logique que les Alliés franchissent le fleuve comme ils l'avaient toujours fait, lentement, bruyamment, avec solennité. Au sud du secteur de Montgomery, la situation était différente. La troisième armée de Patton avançait vers le Rhin presque comme s'il s'agissait d'un fleuve de plus en France. Aucun plan grandiose n'y était prévu. Officiellement, Patton devait s'arrêter au fleuve, sonder les faiblesses et attendre des instructions. Ses ingénieurs cartographiaient pourtant des ponts qui n'avaient pas encore été demandés. Son état-major suivait les mouvements allemands au-delà du Rhin comme si le franchissement était inévitable plutôt qu'hypothétique. En mars, l'armée allemande à l'ouest n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les divisions existaient davantage sur le papier que dans la réalité. Les unités du Volkssturm, composées d'adolescents et de vieillards, comblaient les vides autrefois tenus par des troupes aguerries. Les munitions manquaient. Le carburant était encore plus rare. Pourtant, l'idée persistait que le Rhin, large et rapide, imposerait au moins une pause. C'est précisément cette attente, partagée à la fois par les défenseurs allemands et par les planificateurs alliés, qui rendit ce qui allait suivre si déterminant. Le fleuve était censé ralentir la guerre. Il devint au contraire l'endroit où deux philosophies de commandement s'affrontèrent silencieusement, préparant un résultat qu'aucune table de conférence n'avait officiellement validé. Au début de mars 1945, la planification alliée du Rhin atteignit son niveau le plus élaboré. L'opération Plein D n'était pas un simple passage de fleuve. Elle était conçue comme une démonstration de force irrésistible. Montgomery avait l'intention de franchir le Rhin après une préparation d'artillerie écrasante, avec un soutien massif du génie et un largage aéroporté destiné à verrouiller la rive orientale. Le plan reflétait les leçons britanniques tirées de Dieppe, de la Normandie et d'Arnhem. Plus jamais une opération majeure ne serait lancée sans un contrôle absolu du calendrier, du ravitaillement et de la puissance de feu. Des milliers de pièces d'artillerie furent discrètement positionnées le long de la rive occidentale, au nord de la Ruhr. Les unités du génie accumulèrent des pontons, des sections de ponts belais et des véhicules amphibies. Les aérodromes se remplirent d'avions de transport. Sur le papier, tout était parfait. Montgomery estimait que le Rhin ne méritait rien de moins qu'un franchissement parfaitement répété, sans place pour l'improvisation ni l'embarras. Eisenhower approuva le plan. Non parce qu'il s'agissait de la seule manière de franchir le fleuve, mais parce qu'il répondait aux équilibres politiques de la coalition. Une opération britannique visible et dominante rassurait Londres sur le fait que la Grande-Bretagne comptait toujours dans la victoire finale. Elle contrebalançait la supériorité numérique américaine par une parité symbolique. Après tout, le Rhin n'était pas seulement un fleuve. C'était une Seine. Patton voyait les choses autrement. Pour lui, le Rhin était un obstacle dangereux, certes, mais seulement si on le traitait avec révérence. Sa troisième armée se trouvait au sud de la Ruhr, face à un tronçon du fleuve défendu par des unités allemandes épuisées, contraintes à la retraite sous une pression constante. La 7e armée allemande, responsable de ce secteur, était en plein désordre. Les communications étaient instables. Les réserves existaient surtout de nom. Les canons anti-chars restaient souvent immobiles faute de carburant pour les déplacer. L'état-major de Patton recevait chaque jour des rapports décrivant l'effondrement de la résistance. Les patrouilles atteignaient le fleuve plus tôt que prévu. À certains endroits, les défenseurs allemands avaient déjà détruit les ponts non pour stopper une attaque, mais simplement pour empêcher leurs propres troupes en retraite de les franchir par accident. À l'échelon supérieur, on supposait que Patton s'arrêterait, se regrouperait et attendrait. Patton avait d'autres idées. Le 7 mars 1945, loin au nord, les forces américaines s'emparèrent intactes du pont Ludendorff à Remagen. L'événement choqua les deux camps. Les commandants allemands furent stupéfaits qu'un symbole d'une telle importance n'ait pas été détruit. Les états-majors alliés réagirent avec la même surprise. Eisenhower renforça immédiatement la tête de pont, reconnaissant l'opportunité. Pourtant, même ce franchissement spectaculaire fut considéré comme une exception, un accident de calendrier plutôt qu'un modèle à reproduire. Patton y vit une preuve. Si le Rhin pouvait être franchi à Remagen par hasard, il pouvait être franchi ailleurs par volonté. Au sein du quartier général de la 3e armée, les préparatifs s'accélérèrent discrètement. Les ingénieurs répétèrent les techniques de franchissement sous couvert d'exercices d'entraînement.
Les officiers du ravitaillement poussèrent le carburant et les munitions vers l'avant. Les bateaux de ponton furent déplacés plus près du fleuve, souvent de nuit, afin d'éviter d'attirer l'attention. Patton exigeait des rapports quotidiens sur la profondeur du Rhin, la vitesse du courant et l'état des berges. Il ne demandait pas la permission de planifier. Il planifiait comme si la permission devait arriver trop tard. Montgomery, pendant ce temps, restait concentré sur la précision. Il estimait que l'acte final de la guerre exigeait clarté et contrôle. Son volet aéroporté, l'opération Varsity, était programmé pour le même jour que le franchissement, avec pour mission de se poser derrière les lignes allemandes afin d'empêcher toute contre-attaque. Ce devait être la plus grande opération aéroportée menée en une seule journée durant toute la guerre. Une telle ampleur exigeait une certitude absolue. Il n'y avait aucune place pour l'improvisation. La différence d'état d'esprit était frappante. Montgomery se préparait à franchir le Rhin comme un aboutissement. Patton s'y préparait comme à une simple continuation. Les services de renseignement allemands interprétèrent mal le secteur sud. S'attendant à une pause, les commandants allemands retirèrent des unités du front de Patton pour renforcer le nord. L'artillerie fut redéployée. Les canons antiaériens furent réaffectés. Le Rhin au sud de Mayence était défendu, mais il n'était pas surveillé avec urgence. Les soldats allemands croyaient que les Américains attendraient. Cette conviction était renforcée par des années de comportement allié méthodique. Même au sein du commandement américain, peu s'attendaient à ce que Patton agisse sans ordres explicites. Bradley comprenait le tempérament de Patton, mais supposait qu'Eisenhower le retiendrait si nécessaire. Eisenhower lui-même appréciait l'agressivité de Patton, mais pas au prix de l'harmonie de la coalition. Ce que ni l'un ni l'autre n'avaient pleinement anticipé, c'était la vitesse à laquelle une opportunité pouvait se transformer en action. À la mi-mars, le niveau du fleuve se stabilisa. Les conditions météorologiques s'améliorèrent. La résistance allemande s'amenuisa. Sur les cartes de Patton, le Rhin cessa d'apparaître comme une frontière et commença à ressembler à un simple retard. Et dans la guerre, le retard peut être plus dangereux que le risque. Cette divergence croissante entre la planification et la possibilité, entre le spectacle et l'élan, commença à créer des lignes de fracture qui allaient bientôt devenir visibles dans tous les états-majors d'Europe. De ces fractures émergèrent plusieurs perspectives, humaines, tactiques, politiques et morales qui, ensemble, expliquent pourquoi le franchissement se déroula de cette manière. Pour les soldats de la 3e armée de Patton approchant du Rhin, la guerre était devenue un mouvement continu vers l'avant. Beaucoup avaient débarqué en Normandie moins d'1 an plus tôt. Ils avaient combattu dans les haies du Bocage, franchi la Seine, traversé la France à marche forcée, étaient arrêtés en Lorraine, gelés dans les Ardennes, et se tenaient désormais aux portes de l'Allemagne. Pour eux, le Rhin n'était pas une légende. C'était un obstacle de plus sur une route déjà pavée d'épuisement. Leur attente était simple, s'arrêter, s'enterrer, attendre les ordres. C'est ainsi que les guerres se menaient. Ce qu'ils vécurent fut tout autre chose, l'urgence. Les ordres ne demandaient pas de creuser des positions, mais de préparer des embarcations. Les ingénieurs ne furent pas chargés de reconnaître de futurs points de passage, mais de les construire immédiatement. Les unités d'infanterie se retrouvèrent à embarquer sur des pontons dans l'obscurité, portant fusils, sacs et petites boîtes de rations brunes dont les dates imprimées trahissaient une nation qui planifiait loin dans l'avenir. Le contraste fut immédiat. La pause attendue n'arriva jamais. Du côté allemand, l'écart entre attente et réalité fut encore plus brutal. Beaucoup de défenseurs pensaient que le Rhin leur achèterait du temps pour se réorganiser, du temps pour recevoir des renforts que la propagande promettait encore, du temps pour des armes miracles chuchotées dans les chambrées et les tracts. À la place, ils entendirent des sons inconnus dans la nuit, moteurs, ordres étouffés, clapotis de rames. Le fleuve censé les protéger devint une voie d'approche. D'un point de vue tactique, le contraste entre Patton et Montgomery était ancré dans la doctrine. Montgomery croyait que le contrôle réduisait les pertes. Ces franchissements étaient conçus pour éliminer l'incertitude par la masse. Patton croyait que l'incertitude favorisait l'attaquant. Sa doctrine acceptait le risque comme le prix de la vitesse. À Oppenheim, où Patton franchirait finalement le Rhin, il n'y eut aucune préparation d'artillerie, aucun largage aéroporté, aucune volonté d'annoncer la présence alliée. La surprise était l'arme. Sur le plan technologique, l'avantage américain dépassait largement les chars et l'artillerie. Il résidait dans la logistique. La capacité à acheminer sans interruption carburant, munitions, matériel de franchissement et vivres permettait à des commandants comme Patton d'exploiter instantanément la moindre opportunité. Un bateau de ponton pouvait être demandé l'après-midi et mis à l'eau avant minuit. Un pont pouvait être achevé avant l'aube. Les commandants allemands,
À l'inverse, attendaient souvent des jours des approvisionnements qui n'arrivaient jamais. La culture du commandement façonnait tout. Montgomery commandait par la planification centralisée. Ses subordonnés exécutaient les ordres avec précision, mais avec peu de marge d'initiative. Patton encourageait l'initiative, parfois de manière téméraire. Il faisait confiance à ses commandants de corps pour agir d'abord et expliquer ensuite. Cela engendrait parfois du désordre, mais créait aussi de l'élan. L'angle moral était plus subtil, mais tout aussi réel. Les soldats allemands se voyaient comme les défenseurs du dernier rempart de la patrie. Les soldats américains se percevaient comme ceux qui mettaient fin à la guerre. L'un combattait pour retarder, l'autre pour conclure. Cette différence influençait profondément la manière dont le risque était évalué de part et d'autre du fleuve. Ces angles, attentes humaines, doctrine tactique, réalité logistique, culture du commandement et cadre moral n'existaient pas séparément. Ils convergèrent en une seule nuit, lorsque l'opportunité l'emporta sur le protocole et que le fleuve symbolisant l'endurance allemande devint la mesure de la confiance alliée. Et à mesure que ces forces s'alignaient, le moment de la décision approchait, silencieusement, sans mise en scène, préparant un tournant dont les répercussions se feraient sentir à tous les niveaux du commandement allié. Du point de vue du commandement, le franchissement du Rhin mit en lumière des divergences longtemps contenues, mais jamais réellement résolues au sein du haut commandement allié. Patton et Montgomery incarnaient deux traditions forgées par des expériences nationales différentes. La Grande-Bretagne avait connu Dunkerque, le Blitz et des années de guerre menées avec des effectifs limités. La préservation des forces y était primordiale. Les États-Unis étaient arrivés plus tard, avec des divisions fraîches et une profondeur industrielle qui récompensaient l'agressivité. Aucune de ces approches n'était fondamentalement erronée. Mais, face à face au Rhin, le contraste devint impossible à ignorer. Patton comprenait le poids symbolique d'un franchissement en premier. Il dissimulait rarement son désir de reconnaissance, mais ses motivations n'étaient pas uniquement personnelles. Il croyait que la vitesse sauvait des vies à long terme, que terminer la guerre quelques semaines plus tôt épargnerait des villes, des soldats et des civils. Pour Patton, attendre la cérémonie alors que l'ennemi s'effondrait n'était pas de la prudence, c'était du gaspillage. Montgomery voyait les choses autrement. À ses yeux, le franchissement du Rhin n'était pas une course, mais une déclaration. L'armée britannique avait été critiquée pour sa prudence tout au long de la guerre. Arnhem avait terni sa réputation. L'opération Plein D devait restaurer la confiance, démontrer une compétence irréfutable. Franchir le fleuve en premier, sans préparation suffisante, risquait non seulement l'échec, mais l'humiliation. Du côté allemand, la cohésion du commandement avait presque disparu. Les ordres venus de Berlin étaient de plus en plus détachés de la réalité. L'insistance d'Hitler à tenir le Rhin, à tout prix, se heurtait à l'impossibilité matérielle de le faire. Les commandants locaux improvisaient des retraites, redéployaient des unités sans autorisation, dans certains cas, se désintégraient tout simplement sous la pression. Cet effondrement créa des failles qui récompensaient la vitesse plutôt que la force. Sur le plan technologique, les défenses allemandes reposaient sur des positions fixes bunkers, fossés antichars, artillerie prépositionnée. Ce système supposait le temps. Du temps pour identifier le point de franchissement. Du temps pour concentrer les tirs. Du temps pour réagir. Patton leur refusa les trois. Ces ingénieurs assemblèrent des ponts sous couvert de l'obscurité. L'infanterie traversa avant que les batteries allemandes ne puissent régler leurs tirs. Les chars suivirent avant que les lignes défensives ne puissent se stabiliser. Il existait également une dimension politique que peu de soldats percevaient. Le rang de la Grande-Bretagne dans le monde d'après-guerre était en jeu. Les commandants américains, consciemment ou non, façonnaient le récit de la victoire. Un franchissement américain réussi avant l'opération britannique dominerait inévitablement les gros titres, quelle que soit l'ampleur supérieure des forces de Montgomery. Il ne s'agissait pas d'un complot, mais d'une conséquence du mouvement et des médias. Enfin, il y avait l'idéologie. Les soldats américains franchissaient le Rhin en transportant non seulement des armes, mais des systèmes, équipements standardisés, rations standardisées, formations standardisées. Les petites boîtes de rations brunes apparues sur la rive orientale étaient la preuve tangible d'une société fondée sur la production et la distribution de masse. Les soldats allemands fouillaient. Les Américains déballaient. Au moment où les éléments avancés de la Troisième Armée se tenaient près sur la rive occidentale, tous ces facteurs s'étaient alignés en une seule vérité. Les conditions favorisaient l'action. Pas demain, pas la semaine suivante. Maintenant, le fleuve ne marquait plus la limite de la planification alliée. Il marquait l'instant où l'initiative déciderait de la réputation, de l'élan et de la forme finale de la victoire à l'ouest.
Cette initiative serait mise à l'épreuve aux premières heures du 23 mars 1945, lorsque la préparation silencieuse céda la place à un mouvement irréversible. 23 mars 1945. Peu après 22 heures, près de la petite ville allemande d'Oppenheim, au sud de Mayence, le Rhin coulait large et rapide, son courant suffisamment puissant pour punir la moindre hésitation. La rive orientale s'élevait en pente douce, parsemée de vignobles et de fermes dispersées. Ce n'était pas un lieu choisi pour le spectacle. Il avait été choisi parce qu'il était faible. Patton n'attendit pas l'aube. Il n'attendit pas l'artillerie. Il n'attendit pas l'approbation formelle d'Eisenhower, bien qu'une notification ait été transmise vers le haut avec un langage soigneusement choisi. Les ingénieurs de la 3e armée avancèrent les premiers, glissant des embarcations d'assaut dans l'eau sous couvert de l'obscurité. L'infanterie suivit, les pagaies plongeant silencieusement, les fusils maintenus au-dessus des éclaboussures. Le seul bruit était celui du fleuve lui-même. Sur la rive opposée, la résistance allemande fut minimale. Certains défenseurs tirèrent sporadiquement. D'autres prirent la fuite. En quelques minutes, les soldats américains établirent une tête de pont. Les ingénieurs commencèrent immédiatement leur travail, assemblant des ponts de pontons sous des tirs intermittents. Avant minuit, le franchissement n'était plus une tentative. Il était irréversible. Patton arriva sur la rive occidentale avant l'aube. Selon plusieurs témoignages, il se soulagea dans le fleuve, un geste grossier et délibéré destiné à marquer la conquête. Qu'il ait été amplifié par la légende ou fidèlement rapporté, l'acte reflétait son état d'esprit. Le Rhin n'était pas sacré. Il avait été franchi. Le commandement allemand réagit trop lentement. Les rapports parvinrent aux états-majors supérieurs avec des heures de retard. Les unités chargées de contre-attaquer manquaient de carburant ou de cohésion. Lorsque la résistance commença enfin à se durcir, les blindés américains traversaient déjà le fleuve sur des ponts construits à la hâte. Les chars progressaient vers l'est, leurs moteurs résonnant dans des villages qui s'étaient attendus à un répit. Au sein des quartiers généraux alliés, la prise de conscience se fit de manière inégale. Bradley saisit le premier l'ampleur de ce qui venait de se produire. Eisenhower en comprit rapidement les implications. Montgomery apprit que les Américains avaient franchi le Rhin avant l'opération blindée non par accident, mais par choix délibéré. Le franchissement d'Oppenheim ne provoqua pas à lui seul l'effondrement des défenses allemandes. Mais il brisa une hypothèse fondamentale, celle selon laquelle le Rhin pouvait encore imposer de l'ordre au chaos. Il démontra que l'élan pouvait se substituer à la masse et que la doctrine pouvait être dépassée par l'opportunité. Au matin, la 3e armée tenait une tête de pont en expansion à l'est du Rhin. Les approvisionnements suivirent. Les rations furent ouvertes. Le café bouillit sur un sol inconnu. Les petites boîtes brunes réapparurent, preuve silencieuse que ce franchissement n'était pas un raid, mais une avancée. Et à mesure que la nouvelle se répandait, la question n'était plus de savoir si le Rhin avait été franchi, mais ce que ce franchissement signifiait pour l'équilibre du prestige, de la patience et du pouvoir au sein même de l'Alliance. La réaction au franchissement de Patton se propagea en cercle concentrique. Sur le plan tactique, les commandants allemands tentèrent désespérément de répondre à une situation pour laquelle rien n'avait été préparé. Les ordres exigeant des contre-attaques arrivèrent, mais ne purent être exécutés. Les unités chargées de défendre le secteur du Rhin autour d'Oppenheim n'existaient bien souvent que sur le papier. Les pénuries de carburant immobilisaient les blindés. Les batteries d'artillerie manquaient de munitions ou de communications fiables. Le fleuve censé ancrer la défense avait été franchi avant même que la défense ne puisse s'organiser. Au matin du 24 mars, les ingénieurs américains avaient achevé plusieurs ponts de pontons. Le matériel lourd traversait sans interruption chars, half-track, pièces d'artillerie, camions de carburant. La tête de pont s'étendait kilomètre après kilomètre, non par des percées spectaculaires, mais par une pression constante. La résistance allemande se durcissait par endroits, mais sans coordination. Des escarmouches isolées remplaçaient toute défense cohérente. Patton poursuivit son avance sans pause. Ses ordres privilégiaient l'exploitation plutôt que la consolidation. Les unités reçurent instruction de continuer vers l'est afin d'empêcher les Allemands d'établir une nouvelle ligne. La logique était implacable et efficace. Chaque heure gagnée réduisait la capacité de l'ennemi à se ressaisir. Au niveau supérieur du commandement allié, le choc politique fut immédiat. L'opération blindée de Montgomery était encore à quelques jours de son exécution. Son franchissement devait mobiliser des milliers de canons, des largages aéroportés et une couverture médiatique soigneusement orchestrée pour symboliser la victoire finale. Le franchissement de Patton n'avait rien de tout cela. Il avait été discret, non annoncé, et déjà couronné de succès. Montgomery entra dans une colère froide.
Non pas parce que le Rhin avait été franchi, mais parce qu'il avait été en premier par un autre. Des années de préparation, des semaines de stockage, une opération minutieusement mise en scène risquait désormais d'être éclipsée. Les commandants britanniques craignaient que blindées ne paraissent redondantes plutôt que décisives. Eisenhower se trouva face à un dilemme. Critiquer Patton risquait de briser l'élan au moment le plus critique de la guerre. Le féliciter risquait d'aliéner la Grande-Bretagne. Eisenhower choisit le pragmatisme. Il accepta le franchissement comme un fait accompli et ordonna que le soutien afflue vers l'avant. La guerre comptait davantage que l'orgueil. La propagande allemande tenta de minimiser l'événement. Les communiqués insistaient sur le fait que le franchissement principal n'avait pas encore eu lieu. Mais les soldats sur le terrain connaissaient la vérité. Le Rhin avait été violé. La barrière psychologique avait disparu. Lorsque Montgomery lança l'opération blindée le 24 mars, celle-ci réussit exactement comme prévu. Les largages aéroportés furent coûteux mais efficaces. Les franchissements furent sécurisés. La Ruhr fut encerclée. Pourtant, le récit avait changé. Le Rhin n'était plus un moment unique. Il était devenu une série de franchissements, menés par un général américain qui avait refusé d'attendre. Le moment décisif ne fut pas une bataille, mais un choix. Patton choisit la vitesse plutôt que la cérémonie, l'initiative plutôt que l'alignement, le mouvement plutôt que la permission. Ce choix remodela les dernières semaines de la guerre à l'Ouest. Et tandis que les armées se déversaient dans le cœur de l'Allemagne, les conséquences de cette décision militaire, politique et symbolique commencèrent à se déployer. Dans les semaines qui suivirent le franchissement, les conséquences militaires devinrent indissociables des conséquences politiques. La troisième armée de Patton se projeta vers l'Est, au cœur de l'Allemagne centrale, avançant à une vitesse qui rappelait la percée de Normandie. Les villes tombèrent en quelques heures. Les cités se rendaient sans résistance prolongée. Les unités allemandes, déjà en voie de désintégration, faisaient désormais face à une réalité brutale. Plus aucun obstacle naturel ne les séparait de l'effondrement total. Le Rhin devait ralentir l'avance alliée de plusieurs semaines. Dans le secteur de Patton, il ne la ralentit que de quelques heures. Les rapports de pertes allemandes de la fin mars et du début avril révèlent l'ampleur de la désagrégation. Des formations entières cessèrent d'exister en tant qu'unités organisées. Les prisonniers furent capturés en nombre tel qu'ils mirent à rude épreuve la logistique américaine de l'arrière. Des colonnes de soldats allemands marchaient vers l'ouest sous des drapeaux blancs, ne transportant souvent guère plus que des effets personnels et des boîtes de rations vides. Des dépôts de munitions furent abandonnés intacts. Des véhicules furent laissés sur place faute de carburant. L'effondrement ne fut pas spectaculaire. Il fut administratif. Pour les forces américaines, le franchissement confirma une conviction déjà ancrée. L'élan pouvait se substituer à la masse. Les rapports d'après-action de la Troisième Armée soulignèrent la valeur de la surprise, de la vitesse et de l'initiative décentralisée. Les ingénieurs furent félicités pour leur capacité d'improvisation. Les officiers subalternes furent récompensés pour avoir agi sans attendre d'ordre formel. Le franchissement devint une étude de cas sur l'exploitation de l'opportunité plutôt que sur l'assaut frontal. Les commandants britanniques étudièrent l'événement avec davantage d'ambivalence. Officiellement, l'opération blindée restait reconnue comme le principal franchissement du Rhin. Elle impliquait plus de troupes, plus de puissance de feu et une coordination supérieure. Pourtant, dans la correspondance privée, l'inquiétude transparaissait. Des officiers britanniques craignaient que l'action de Patton ne renforce des perceptions durables. Prudence britannique, dynamisme américain, des perceptions appelées à survivre à la guerre. Montgomery défendit vigoureusement son approche. Il soutint, à juste titre, que l'opération blindée avait scellé la Ruhr et assuré la destruction de la capacité industrielle restante de l'Allemagne. Son opération avait atteint exactement les objectifs pour lesquels elle avait été conçue. Mais la conception ne capturait pas l'imagination de la même manière que l'audace. Chez les soldats, le sens était plus simple. Pour ceux qui avaient traversé avec Patton, le Rhin ne fut pas perçu comme un point culminant, mais comme une continuité. Ils se souvenaient de l'eau glacée, des embarcations dans l'obscurité, de la soudaineté. Ils se souvenaient de l'ouverture des boîtes de rations sur la rive orientale, du café chauffé sur le petit réchaud, et de cette prise de conscience. L'Allemagne ne semblait plus lointaine. Les soldats allemands se souvenaient de toute autre chose. Les journaux personnels et les entretiens d'après-guerre témoignent davantage de stupeur que de peur. Beaucoup écrivirent qu'ils avaient cru que le Rhin tiendrait. Une fois ces croyances brisées, elle emporta avec elle toute foi résiduelle en une victoire finale. Sur le plan stratégique, le franchissement accéléra la fin. En quelques semaines, les forces alliées rencontrèrent l'armée rouge sur l'Elbe. L'Allemagne capitula sans condition le 7 mai 1945.
Il est impossible de mesurer avec précision si le franchissement de Patton écourta la guerre de quelques jours ou de plusieurs semaines. Mais son impact psychologique fut immédiat et indéniable. Le fleuve, qui avait autrefois symbolisé l'endurance, en vint à symboliser l'inévitabilité. Et dans cette transformation se trouvaient des leçons qui dépassaient largement 1945, des leçons sur l'initiative, la politique des alliances et le coût de l'attente dans une guerre définie par le mouvement. Dans le bilan d'après-guerre, les récits se figèrent. Les histoires britanniques mirent l'accent sur l'ampleur et le succès de l'opération Blindée. Les récits américains soulignèrent l'audace de Patton. Les deux étaient vrais. Mais la tension entre ces versions révélait quelque chose de plus profond sur la guerre de coalition. La victoire est partagée, mais le crédit est disputé. Montgomery n'avait pas tort de planifier avec soin. Son franchissement fut essentiel pour encercler la Ruhr et détruire ce qui restait de la capacité allemande à combattre. Mais Patton n'avait pas tort d'agir lorsque l'opportunité se présenta. Son franchissement démontra que la guerre récompense ceux qui reconnaissent l'effondrement avant qu'il ne soit officiellement admis. Le Rhin ne céda pas parce qu'un plan était supérieur à l'autre. Il céda parce que la résistance allemande ne correspondait plus aux capacités alliées et parce que Patton agit le premier. L'idée selon laquelle la Grande-Bretagne aurait été humiliée est une simplification, mais non une invention. Dans le tribunal de la perception publique, la vitesse compta davantage que l'ampleur. Les journaux américains célébrèrent le premier franchissement en première page. Le nom de Patton y figurait en bonne place. Le succès de Montgomery, pourtant décisif sur le plan opérationnel, arriva plus tard et sembla attendu. En temps de guerre, ce qui est attendu perd de son impact. Au sein du commandement allié, l'épisode renforça discrètement l'instinct d'Eisenhower en faveur de la souplesse plutôt que d'une hiérarchie rigide. Patton fut réprimandé avec retenue, félicité en privé et autorisé à poursuivre son avance. Le message était clair, lorsque l'ennemi s'effondrait, les résultats comptaient davantage que le protocole. Pour l'Allemagne, les conséquences furent existentielles. Une fois le Rhin franchi en plusieurs points, la défense devint symbolique plutôt que stratégique. Les ordres venus de Berlin se détachèrent toujours davantage de la réalité. Les unités se dissolvaient. Les civils fuyaient simultanément vers l'Est et vers l'Ouest. La phase finale de la guerre devint une course non pas vers la victoire, mais vers la reddition auprès de la bonne armée. Les détails les plus modestes laissèrent une empreinte durable. Les soldats américains se souvenaient de l'abondance qui les suivait vers l'Est, carburant, nourriture, munitions franchissant des ponts temporaires comme si les fleuves eux-mêmes avaient été domptés. Les civils allemands remarquaient la même chose. Ils voyaient des armées qui ne s'arrêtaient pas pour piller, qui déballaient au lieu de fouiller. Le contraste était sans équivoque. Avec le recul, le franchissement du Rhin fut moins une humiliation qu'une révélation. Il révéla que l'issue de la guerre avait été décidée non pas sur le fleuve, mais bien plutôt dans les usines, dans la doctrine et dans la volonté d'agir avec décision lorsque l'effondrement commença. Et tandis que les armées s'enfonçaient plus profondément en Allemagne, le Rhin s'effaça derrière elles, n'étant plus une frontière, mais un souvenir, celui du moment où la résistance cessa de façonner les événements. Le Rhin coule toujours comme il a toujours fait, indifférent aux armées qui se sont autrefois rassemblées sur ses rives. En mars 1945, il était large, froid et dangereux, mais il n'était plus décisif. Ce qui comptait n'était pas le fleuve lui-même, mais l'instant où les hommes cessèrent de croire en son pouvoir de retarder l'inévitable. Patton franchit le Rhin avant Montgomery non parce qu'il ignorait l'histoire, mais parce qu'il la comprenait. Les empires ne s'effondrent pas sur les frontières. Ils s'effondrent lorsque la croyance s'écroule plus vite que les défenses ne peuvent être reconstruites. L'armée allemande avait atteint ce point avant que ses commandants ne l'admettent. Patton le perçut et agit. Le franchissement ne diminua pas l'accomplissement de Montgomery, pas plus qu'il ne nia la valeur de la préparation. Il révéla simplement une vérité que la guerre enseigne sans cesse. La vitesse et l'abondance peuvent façonner les résultats aussi sûrement que les canons et les ponts. L'armée américaine qui traversa le Rhin transportait non seulement des armes, mais des systèmes logistiques, industrie et une confiance née de la certitude matérielle. Les petites boîtes de rations ouvertes sur la rive orientale n'étaient pas des symboles de confort, mais de continuité. Elles signifiaient que la guerre ne s'arrêterait pas. Elle se poursuivrait. En ce sens, le Rhin ne fut pas vaincu par la force seule. Il fut dépassé par l'élan. Le fleuve, qui avait autrefois incarné l'endurance allemande, devint une note de bas de page dans une avancée qui n'avait plus besoin de permission. Et ainsi, une vérité plus large émerge silencieusement. La liberté, en temps de guerre, est rarement annoncée avec cérémonie. Elle arrive par le mouvement, par le refus d'attendre des conditions parfaites, par l'application constante de l'abondance contre l'épuisement.
Lorsque le Rhin fut franchi, la guerre ne s'acheva pas cette nuit-là. Mais l'idée qu'elle pouvait encore être arrêtée, oui,